Bonjour et bienvenue. Merci encore d'avoir cliqué sur le lien de cette conférence gratuite. Cette conférence va se dérouler en 2 temps. Un premier temps pour vous expliquer comment fonctionne notre cerveau et en deuxième temps, notre approche thérapeutique. Je me présente, je m'appelle Emmanuelle Lazec, psychopraticienne de la méthode LEST et praticienne en hypnose. Je suis également formatrice. Je propose des formations en présentiel, comme pour praticien LEST, l'interprétation du test tibétain et l'auto-hypnose. Et depuis peu, en format en ligne, les bénéfices secondaires. Je vous en dirai plus au cours de cette conférence. C'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Alain Chalumeau. Je suis également psychopraticien de la méthode LEST et également de la méthode DCMO. J'accompagne régulièrement Emmanuel sur les formations que nous proposons. Je vous laisse prendre plaisir à cette conférence et je vous dis à très vite. Et si tout était inscrit? Nous savons, grâce à de différentes études, que nous portons les mémoires de nos ancêtres. Puis, les 27 mois qui entourent notre naissance engramment aussi ce qui nous arrive aujourd'hui. Commençons par le projet-sens, 18 mois avant la naissance. C'est lorsque papa et maman projettent dans l'intention l'envie d'avoir un enfant. Ce qui va se passer autour de ce projet-sens va avoir une répercussion bénéfique ou négative sur le futur enfant. Ici, dans cette conférence, nous allons parler que du négatif. Nous allons bien sûr bien garder en nous le bénéfique. Tout ce que les parents portent de leur ancêtre et de non réglé bien sûr va aussi engrammer des répercussions sur le futur enfant. Il y a d'abord le syndrome du gisant, mis en lumière par Salomon Selam. Le gisant est une mort injustifiée, injustifiable et non endeuillée correctement. Quelqu'un, quelque chose ou une situation partie trop tôt. Et tant que tout ça n'est pas endeuillé ou digéré correctement, le poids se portera sur les descendants. Bien entendu, cela se fait inconsciemment et en aucun cas c'est la faute des parents, grands-parents, etc. On fait surtout comme on peut. Alors, nous avons le gisant vertical. Un gisant vertical, c'est dans la transgénérationnelle, une personne partie trop tôt, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et puis nous avons le gisant horizontal. C'est ce qui appartient aux parents avant la conception. Ce peut être une fausse couche, IVG, disparition d'une personne proche des parents ou une situation non réglée. Ce peut être une séparation, la vente d'un bien qui s'est mal fait, mal endeuillé, mal digéré. L'enfant qui viendra à naître sera l'enfant dit de remplacement. Il devra, à travers lui, faire vivre le disparu, inconsciemment bien sûr. Il sera toujours dans un mal à être, le mal-être, où il aura la charge de réparer la situation. Il y a un très bel exemple, c'est Vincent van Gogh. Il est né 1 an, jour pour jour, après le décès de son frère Vincent Ier. C'est un enfant de remplacement. Il porte le même prénom. Tous les ans, il allait au cimetière avec ses parents et devant la tombe de son frère était inscrit la date de mort de son frère, mais aussi sa date de naissance. Je vous laisse imaginer tout ce qui pouvait lui passer par la tête. Puis arrive la conception. Ce peut être un rapport forcé, un rapport avec la méthode Ginot, médicalement assisté, une caprotte trouée, un enfant fait avec amour ou non amour. On sait qu'un enfant super voulu aura autant de problématiques qu'un enfant non voulu, car il devra être l'enfant parfait. Puis arrive la vie fœtale. Dans le ventre de maman, bébé entend tout, bébé ressent tout ce qui se passe, aussi bien pour maman que autour de maman. Dans ce ventre de maman, il peut se passer plein de choses, notamment en début de grossesse avec ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu, syndrome qui a été mis en avant par le docteur Osterman. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur YouTube où il explique exactement ce que c'est. Sur le principe, c'est que les échographies que l'on pratique en début de grossesse arrivent généralement entre la 9e et la 12e semaine de grossesse. Donc tout ce qui se passe avant ces premières échographies, la plupart du temps est passé sous silence. Et Osterman a mis en lumière qu'on pouvait très bien avoir des jumeaux et des jumelles de conception
et générer des problématiques liées à ce jumeau, cette jumelle de conception, il s'est associé à une gynécologue et il a pratiqué des échographies très tôt, dès le début de la grossesse. Et ça lui a permis de mettre en avant le fait que ce n'est pas 10% des grossesses qui sont gémellaires en début de grossesse et 1,8% qui arrivent à terme, c'est 40% des grossesses qui sont gémellaires grâce à l'étude qu'il a pu faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, donc une grossesse sur deux, on peut avoir un jumeau, une jumelle de conception, et la plupart du temps, ce jumeau s'en va avant la naissance, qui peut laisser des blessures. On sait aujourd'hui qu'il y a la mémoire cellulaire, la mémoire fœtale, qui fait que le bébé qui arrive à terme se souvient de tout ce qui s'est passé. Donc on peut très bien enclencher des problématiques comme le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, d'injustice, pourquoi je suis en vie, la culpabilité de vivre, etc. Arrive ensuite la naissance. Un bébé qui arrive avant terme ou après terme, cela signe quelque chose. Forceps, ventouse, tour de cordon autour du cou, bébé bleu, l'accueil du milieu médical, la réaction des parents au moment où le bébé arrive. Tous ces événements peuvent avoir un impact au niveau de l'enfant. Pour un bébé qui arrive par césarienne, il lui manquera la pulsion de vie, l'envie d'avoir envie. Pour un enfant né par forceps ou ventouse, il pourra se sentir forcé de faire les choses et par réaction ne fera rien. Et enfin arrive la dernière partie, les 9 premiers mois de vie. Bébé arrive, soit c'est un premier enfant, donc parent primipare, avec des problématiques peut-être de donner le sein, est-ce que je vais être capable de m'occuper de mon enfant, etc. Ou au milieu d'une fratrie, dans le cas d'un deuxième, troisième ou autre, dans le rang des naissances. Et à ce moment-là, il peut y avoir des problématiques de jalousie, de problématiques de place ou d'abandon pour les autres enfants. Et à partir du 9e mois, l'enfant, à travers ses 5 sens, va découvrir le monde. Il va goûter, il va toucher à tout et il va faire ses propres programmes parce qu'il va se faire disputer, et, il va entendre non, non, ne fais pas ça, etc. Alors finalement, ces 27 mois autour de la naissance, plus que tout ce qui appartient à la transgénérationnelle, il est important de le raconter aux enfants pour qu'ils puissent s'en libérer naturellement, dès leur plus jeune âge. Et bien entendu, aucun jugement. Chacun a fait comme il a pu avec ce qu'il a reçu. Donc à éviter la culpabilité en tant que parent et bien sûr la peur du jugement. Tout cela se fait inconsciemment et c'est vraiment la faute de personne. Passons à l'explication du cerveau. Notre cerveau se compose de 2 hémisphères, l'inconscient et le conscient. Dans l'inconscient, on retrouve le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Et dans le conscient, nous retrouvons le néocortex. Selon les neurosciences, l'inconscient représenterait l'équivalent d'une tour Eiffel et le conscient l'équivalent d'un Playmobil. L'inconscient, lui, gère tous les automatismes, qu'ils soient physiologiques, battement du cœur, les poils et les cheveux qui poussent, ou bien le sang qui circule dans les veines, et les automatismes d'apprentissage, qui devront d'abord passer par le conscient. C'est aussi tout ce qui est plus fort que nous. Les tics, les tocs, les pulsions, les addictions. Là, c'est surtout le reptilien qui se met en mode survie. Dès que l'on touche à l'alimentation, au territoire ou à la descendance, il va pouvoir, s'il se sent attaqué, prendre du poids pour être plus fort, ou bien mincir pour être léger et prendre la fuite. Et puis, il peut faire le mort et activer une maladie. C'est le plus fort que soi. Les addictions sont là pour remplacer quelque chose. Un manque, un vide, un besoin de réconfort, un besoin de compagnie, ou simplement par fidélité à nos parents ou ancêtres. De toutes les façons, une addiction, une pulsion, cela sert à quelque chose pour le reptilien. L'inconscient, c'est aussi notre enfant intérieur. Il y aura toujours la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de nous, et ce, jusqu'à la fin de notre vie. Et pour qu'un adulte soit épanoui, il est important d'aller guérir l'enfant intérieur. L'inconscient a un fonctionnement simple, il prend tout au premier degré et n'a aucun sens de l'humour. C'est-à-dire que si
l'on dit à un enfant qu'il est bête et qu'il est nul, c'est comme ça qu'il se sentira aimé et reconnu. Et c'est comme ça qu'en tant qu'adulte, il se comportera. Inconsciemment, l'adulte se sabotera en cas de réussite pour rester fidèle aux paroles qu'il a entendues petit enfant. On sait qu'un professeur, un voisin ou un adulte peut faire autant de mauvais programmes qu'un parent. Il ne fait aucune différence entre les réels et l'imaginaire. Quand on regarde un film d'horreur, consciemment, on sait que c'est un film, mais inconsciemment, on a peur. C'est aussi pour ça qu'il est important au niveau des jeux vidéo et des films de respecter l'âge préconisé pour nos enfants. Un exemple. Si vous laissez jouer votre enfant de 12 ans à un jeu de guerre interdit aux moins de 18 ans, cela pourra faire remonter des mémoires de guerre de la tranche générationnelle. C'est le non-verbal et le paraverbal. Le conscient ment par peur du jugement, par honte, peur de se faire gronder. L'inconscient, lui, c'est le langage du corps, et il dira toujours la vérité. En tant que psychopraticien, nous avons la possibilité de voir vos micro-comportements et vos gestes, ce qui nous permet le travail en profondeur, d'aller vraiment parler à votre enfant intérieur. Un exemple. Si je vous dis « Est-ce que vous allez bien ?» que vous me répondez oui verbalement, mais que vous hochez la tête de droite à gauche, c'est qu'inconsciemment, vous n'allez pas bien et vous n'avez pas envie d'en parler. L'inconscient vit toujours au présent. Hier, aujourd'hui, demain, pour lui, c'est la même chose. Et il n'a ni poids ni mesure. C'est pour cela que si quelqu'un se coupe et qu'il voit du sang, il a peur de mourir et qu'un autre dira « mais non, c'est rien du tout, mais un pansement ». Chaque personne a son propre ressenti. L'inconscient ignore la négation. Si là je vous dis de ne surtout pas, mais surtout pas penser à une panthère rose, vous l'avez certainement fait et imaginé. Ou bien vous vous êtes même demandé pourquoi elle ne veut pas que je pense à la panthère rose. Et si là vous me dites non, je n'y ai pas du tout pensé, je vous demanderai à quoi et vous me répondrez certainement à la panthère rose. C'est pareil, si vous dites à un enfant ne cours pas, tu vas tomber, eh bien son inconscient entend cours, donc danger, et il va courir et tomber. Mais derrière les négations se cache une rassurance et un bénéfice secondaire. Je vais vous donner un exemple. Si le matin vous vous dites « je ne veux pas aller au travail », inconsciemment, vous avez envie d'aller au travail, mais il y a un risque pour vous d'aller en travail. Votre inconscient va se mettre en mode survie et va mettre tout en place pour que vous évitiez d'aller au travail. Il peut vous apporter une maladie, un rhume, un mal de dos, et ces maux physiques seront pour votre inconscient des bénéfices secondaires pour éviter d'aller au travail. Vous l'avez bien compris, il est important d'aller régler la problématique du travail avant d'y retourner. Et d'ailleurs, pour y voir plus clair sur vos bénéfices secondaires et vous en libérer, nous avons mis en place une formation en ligne, facile et accessible à tous. L'inconscient, c'est tout le langage du corps. Tous les mots MAUX sont tous les mots MOTS que vous avez eu du mal à dire. L'inconscient, il est multitâche. Il fonctionne avec les 5 sens. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif, qui sont toujours en action et vous maintiennent en vie. L'inconscient est aussi la partie émotionnelle, la partie créativité, la partie féminine, prise de papa, prise de maman, de la nature et de tout ce qui vous a entouré jusqu'à aujourd'hui. Le conscient, vous le connaissez bien. C'est quelque chose que vous utilisez au quotidien avec votre intelligence, votre intellectuel. C'est donc quelque chose sur lequel nous allons passer rapidement. Le conscient, il est beaucoup plus analytique. Il est spécifique, contrairement à l'inconscient qui, lui, est beaucoup plus global. Il fonctionne dans un mécanisme de logique cartésienne, pragmatique. Il aime planifier les choses. Il fonctionne également sur un mécanisme de raisonnement mathématique. Il a également une grande capacité de concentration.
C'est le champion du monde du ne pas. Il en met partout. Et c'est au titre d'une rassurance. Et c'est également au titre d'un bénéfice secondaire, ce que Emmanuel vous a expliqué un petit peu plus tôt. C'est également les mots MOTS qui vont donner les mots EMA-UX. À force de répéter quelque chose, l'inconscient qui n'a aucun sens de l'humour et un fonctionnement simple va créer tout simplement les mots EMA-UX. Par exemple, si vous dites « ça me gonfle toutes les 5 minutes », eh bien forcément, vous allez gonfler. Ça me prend la tête, vous allez avoir des maux de tête, etc. Le conscient est également en monotage. C'est en lien avec la concentration expliquée un petit peu plus tôt. C'est-à-dire qu'il est capable de faire qu'une seule chose à la fois. Il le fait très bien. C'est une problématique souvent que l'on associe aux hommes. On dit très souvent, les hommes ne font qu'une seule chose à la fois. En fait, c'est la partie masculine qui ne fait qu'une seule chose à la fois. C'est donc notre partie rationnelle, notre mental et notre ego. Notre cerveau est magique et bien plus complexe que cela, mais cette présentation nous permet d'en comprendre les grandes lignes. Grâce aux travaux de Francine Shapiro, psychologue américaine et créatrice de l'EMDR, et à l'avancée des neurosciences, on sait aujourd'hui que lors du sommeil paradoxal, c'est la phase de rêve, nos deux hémisphères échangent de façon intensive. On peut d'ailleurs observer derrière les paupières d'une personne qui dort, ses yeux aller de droite et gauche de façon rapide. Ce mécanisme permet de digérer au quotidien certains événements. Seulement, lorsque ceux-ci sont trop forts ou trop difficiles à digérer, l'intervention d'un praticien s'avère alors nécessaire. Dans un cadre adapté, ni trop grand ni trop petit, le rôle des parents est celui d'accompagnateur. Attention, aucun parent n'est parfait. Il est important de laisser le choix final à l'enfant pour qu'il puisse faire ses essais, ses échecs, ses réussites. C'est de cette façon qu'il se construit et qu'il deviendra plus tard un adulte avec une belle valeur, une belle estime de soi et une belle identité. Je vous donne quelques exemples. Dans la famille, c'est l'aîné qui reçoit l'entreprise familiale. Ou bien encore, les garçons deviennent avocats et les filles infirmières. Ou bien, je deviens pilote d'hélicoptère pour réaliser le rêve de papa. Suite à ces exemples, vous comprendrez qu'il est important d'accompagner son enfant dans ses propres choix et surtout lui permettre d'avoir le droit de faire ses propres erreurs. Sur le papier, tout cela est facile. Pour vous aider, je vous conseille le livre de Jen Nelsen, psychologue américaine, sur la discipline positive. Et nous voilà dans la deuxième partie de cette conférence où nous allons vous parler de notre approche thérapeutique. Mais avant cela, il est important de vous préciser que pour nous, toutes les approches thérapeutiques sont bonnes, à partir du moment où elles vous permettent de progresser sur votre chemin, dans la bienveillance et le non-jugement. Vous avez tout à fait le droit de dire stop et de changer de thérapie ou de thérapeute. C'est vous qui êtes acteur de votre travail thérapeutique. Vous êtes un patient en action et donc un action. Notre approche, c'est la méthode LEST. C'est la libération émotionnelle des schémas et souvenirs traumatiques. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement à se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Ce peut être des phobies, la peur de la voiture, vouloir arrêter de fumer, des peurs conscientes ou inconscientes, des deuils non faits, tout ce que l'on porte de la transgénérationnelle, tout ce qui s'est passé en négatif dans le ventre de maman, et tellement d'autres choses encore. On peut se libérer de tout à partir du moment où vous êtes acteur de votre libération. Comment s'est construite notre approche? C'est un assemblage de plusieurs outils d'accompagnement. À commencer par la SBA, c'est la base de l'EMDR. SBA, ça veut dire stimuli bilatéral alterné. La PNL vient renforcer cette approche. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique et elle est nécessaire à une bonne posture du praticien. On retrouve également de l'hypnose conversationnelle pour une efficacité accrue. Il est important pour nous également d'avoir une anamnèse spécifique et rigoureuse.
Dans cette approche, on retrouve également les syndromes du gisant et du jumeau que l'on a évoqués en début de conférence. La psychogénéalogie vient compléter cet outil. Comment se déroule la séance? Tout d'abord, nous sommes dans de la thérapie brève, c'est-à-dire qu'entre 1 à 5 séances viendront à bout de vos blocages, et plus si vous désirez aller plus loin. La première séance dure environ entre 2h30 et 3h, pour pouvoir, avec un questionnement stratégique, mettre en lumière tous vos blocages inconscients. Puis, si vous le désirez, il y aura le passage au fauteuil, avec la stimulation bilatérale alternée et l'hypnose conversationnelle. Vous n'êtes pas endormi, mais maître de votre libération. Une fois libéré, un ancrage bénéfique est alors appliqué, généralement une hypnose douce et légère, qui permettra que le travail s'enclenche rapidement, efficacement et plutôt dans la douceur. Et pour plus de confort, les séances seront espacées au minimum d'1 mois. À ce stade, vous avez peut-être envie de découvrir quelques-uns de vos blocages inconscients. Nous vous proposons de remplir de façon manuscrite ce test en le téléchargeant sur nos sites et de nous le faire parvenir par mail. Nous vous en ferons l'interprétation en audio, gratuitement bien sûr. Cet outil fonctionne sur la symbolique et il fait complètement partie de notre questionnement stratégique et de notre anamnèse. Vous pouvez également vous former à son interprétation. Et bien voilà, Emmanuel et moi-même, nous vous remercions de nous avoir lus et écoutés tout au long de cette conférence. Au plaisir de vous accompagner ou bien de vous former dans la bienveillance, bien évidemment. Pour toute information, pour toute question, nous vous invitons à consulter nos sites, à savoir le site d'Emmanuel, emmanuellazec.fr, le site d'Alain Chalumeau, moi-même, alainchalumeau.fr, et le site dédié à la formation, thérapie avec un y-formation.fr. Merci et prenez soin de vous.